Je vous propose de débuter cet atelier. Rebonjour à toutes et à tous. D'abord, je me présente, Nicolas Rigaud. Je suis le responsable du service innovation de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et je suis également responsable départemental d'une antenne dans l'Allier, où je suis en fait des entreprises industrielles, du secteur industriel, puisque c'est la principale cible de l'agence. Bienvenue à cet atelier, donc, comment réaliser un état des lieux de vos consommations. Je vais d'abord en premier lieu remercier mes deux intervenants. D'abord Madame Gros de l'EDEL qui interviendra en premier lieu et Monsieur Poula du cabinet Cortec qui interviendra en fait dans un second temps. Le principe de cet atelier est relativement simple. La question, je dirais, on pourrait se dire aussi pourquoi réaliser un état des lieux de ces consommations. Si vous avez assisté à la table ronde qui a ouvert cette journée, vous avez bien compris qu'une campagne de mesure, je dirais même en amélioration du changement, dans n'importe quelle démarche, tout plan d'action est précédé d'une campagne de mesure. Il faut savoir d'où on part pour savoir où on veut aller. Et donc, bien évidemment, à ce prix, il est évident que sur une performance énergétique, sur le fait de voir un plan d'action qui permette soit de réduire la dépendance aux énergies fossiles, mais également d'améliorer le process, il faut bien sûr savoir quelle est notre situation. C'est toujours la même chose. Si vous vous souvenez un peu de la maxime du docteur généraliste, il a dit si vous ne prenez pas la température, on ne peut pas savoir d'où on part et où on va. Donc, la première étape, c'est effectivement de mesurer, de faire un état des lieux initial. Alors, selon les entreprises industrielles, le sujet de la performance énergétique n'est pas un nouveau sujet. Beaucoup se sont déjà emparés. Certaines ont des systèmes très élaborés, il y a même des normes de suivi en fait, de performance énergétique et de maîtrise de l'énergie, mais il y en a d'autres qui, pour raison de ressources, de taille, de complexité, n'ont pas forcément travaillé sur ces sujets-là. Et donc, c'est bien de commencer par ça. Donc, en premier lieu, je dirais, je vais passer d'abord la parole à Madame Gros de l'association EDEL, qui va vous montrer en fait son activité, et qui va, je dirais, être un organisme qui va permettre aux entreprises qui ne sont pas très familières, très à l'aise avec ce sujet, de faire déjà un premier état des lieux de la situation. Je vais donc vous laisser la parole. Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Donc, je m'appelle Joanne Gros. J'arrive tout droit de Saint-Étienne. Je travaille pour l'opération EDEL, énergie durable dans les entreprises de la Loire. Et je vous propose donc une première petite intervention sur pourquoi, comment réaliser un état des lieux tel que moi je le propose aux entreprises que j'accompagne. Je vais commencer par vous présenter qu'est-ce que c'est EDEL. Donc, vous pouvez changer de diapo. Donc, ma plaquette industrie. Donc, EDEL, c'est en fait un service public gratuit de la performance énergétique qui est ouvert à toutes les entreprises de la Loire. C'est une opération qui existe depuis 15 ans, qui est portée conjointement par l'ALEC 42, l'Agence locale de l'énergie et du climat de la Loire, et par la CCI. Donc, en fait, c'est une opération partenariale qui repose bien sur ces deux structures, qui est unique en fait en France en termes de portage. Dans les autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus globalement en France, l'accompagnement des entreprises sur un premier niveau, on va dire, sur de la performance énergétique est assuré par les CCI. Voilà. Mais dans la Loire, la CCI et l'Agence locale de l'énergie ont souhaité en 2006, donc il y a déjà une quinzaine d'années, se rapprocher et mutualiser leurs compétences et leurs réseaux pour créer cette opération qui s'appelle EDEL et pour apporter aux entreprises le service le plus performant d'accompagnement sur l'amélioration de la performance énergétique. Aujourd'hui, l'opération a bien mûri puisqu'on est maintenant 3,5, on va dire, ETP, ressources humaines, sur cette opération. Donc, on va dire que les entreprises de la Loire ont la chance d'avoir des bonnes ressources à leur disposition sur ce sujet-là. Notre plaquette, vous avez vu, met en valeur un gros euro.
Donc, vous comprenez qu'on accompagne les entreprises évidemment sur de la performance énergétique, qu'on traduit en fait systématiquement par de la performance économique. On a la chance dans notre secteur d'activité d'avoir des enjeux énergétiques et environnementaux et des enjeux économiques qui se rejoignent très facilement. Donc voilà, notre approche, c'est vraiment une approche de performance globale. Merci. Alors, comment est-ce qu'on accompagne les entreprises qu'on rencontre? Donc là, c'est un petit peu les leviers de performance énergétique sur lesquels on peut travailler avec une entreprise. On reste une structure très légère et très souple. On s'adapte aux entreprises et à leurs besoins au cas par cas. On fait un petit peu du cousu main. Elles sont pas obligées de suivre ce cheminement et ce parcours. Malgré tout, c'est vrai que voilà, il y a différents leviers sur lesquels on peut travailler avec les entreprises qui vont être et dont on va voir un petit peu un aperçu dans le diagnostic que je vais vous présenter juste après. Donc ces leviers, là j'en présente 4. Donc un des leviers de performance, ça va être l'achat d'énergie. On accompagne encore des entreprises, même encore beaucoup sur l'achat d'énergie, même si c'est un sujet sur lequel elles ont beaucoup gagné en maturité. Enfin, vous avez, je pense qu'il y a pas mal d'industriels parmi vous, gagné en maturité depuis l'ouverture des marchés, bien sûr. Malgré tout, il reste encore pas mal de sujets de travail sur des paramètres à ajuster dans les contrats de fourniture d'électricité et de gaz de façon à ajuster au mieux le contrat à ses besoins. Et optimiser évidemment in fine le prix. Il y a des ajustements sur des dimensionnements, sur des taxes, etc. Et puis après sur l'achat d'énergie en elle-même, qui suscite encore de nombreuses questions, surtout dans le contexte actuel d'explosion, on va dire, des cours. Le deuxième levier, donc qu'on voit apparaître en bleu, qu'on a appelé gestion de l'énergie, c'est un petit peu le sujet qui va le plus nous intéresser. C'est un petit peu le sujet de notre atelier du jour, c'est-à-dire c'est l'approche méthodologique en fait de ces consommations et de sa performance. C'est-à-dire que nous on part du principe, et c'est pas Coretech qui va me contredire, que pour réduire et optimiser ces consommations, le premier pas à faire, c'est de les connaître et de les comprendre. De façon à pouvoir orienter ses actions de la façon la plus juste, la plus pertinente et efficace possible. Voilà, on peut pas agir et travailler de façon efficace si on sait pas de quoi il retourne dans les détails. Donc vraiment l'idée la première des choses à faire, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on consomme. Le jour, la nuit, la semaine, le week-end, l'été, l'hiver, sur quel poste et sur quels usages. Et c'est exactement tout ça qu'on va voir dans le diagnostic de consommation. Le troisième levier, c'est un levier technique, donc on a mis en vert, qu'on a appelé économie d'énergie. Bon, c'est pas un titre hyper inspiré. Mais voilà, donc c'est simplement histoire de dire qu'après, nous, on accompagne les entreprises sur leurs projets d'économie d'énergie, sur leurs différents usages et leurs différents postes de consommation, que ce soit sur du chauffage, de l'éclairage, de l'air comprimé, sur les différentes utilités ou étapes de process. Voilà. Et enfin, le dernier levier concerne la valorisation de l'énergie fatale, donc la chaleur qui est produite mais pas utilisée dans l'entreprise, et puis la valorisation des énergies renouvelables qui peuvent être produites sur le site. Voilà. Voilà, on vous aide à identifier, à prioriser et à réaliser vos actions d'économie d'énergie. Donc, on propose un conseil technique et indépendant. Et là, je pense que c'est un point très important en fait pour les entreprises de s'appuyer sur des ressources indépendantes, surtout dans notre secteur d'activité de l'énergie, où il y a eu, c'est un secteur où il y a beaucoup à faire, où il y a des marchés qui se développent, avec parfois des acteurs d'ailleurs qui sont un petit peu opportunistes et pas forcément tous extrêmement professionnels. C'est avantageux de s'appuyer sur des ressources qui sont neutres et indépendantes et qui vont réfléchir dans votre sens et dans votre intérêt, et pas dans forcément un intérêt commercial de vente du matériel. Notre priorité, évidemment, c'est les économies à faible temps de retour sur investissement. Vous avez compris qu'on raisonne avec l'entreprise dans une logique pragmatique et qu'on essaye de prioriser les actions en commençant évidemment par les plus simples à mettre en œuvre et celles qui vont avoir le temps de retour le plus intéressant. Après, par rapport à ça, on a développé pas mal d'outils en fait qu'on met à la disposition des entreprises sur l'optimisation des coûts, le bilan de consommation que je vais vous présenter. On a quelques appareils de mesure. On met les entreprises en relation avec des professionnels. On a une veille très précise sur les aides financières qui intéressent beaucoup les entreprises. Et puis, on fait des newsletters, des webinaires et des ateliers. Voilà, mais bon, c'est pour faire une présentation un petit peu plus large de notre activité.
La visite énergie, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une forme d'état des lieux de consommation que nous, on propose aux entreprises, qui est proposée dans les autres départements par les CCI, qui est formatée sur un format relativement court. Nous, je précise que dans le cadre de notre service public gratuit d'accompagnement des entreprises, on propose aux entreprises un premier niveau d'accompagnement qui lui permet de franchir les premières marches de l'escalier de la performance énergétique. Et ensuite, on va la mettre dans les mains, selon ses besoins, d'experts qui vont l'accompagner plus loin, tels que Coretech, que vous allez entendre après. Donc, cette visite énergie que je vous présente, elle est sur un format relativement court et elle permet de tresser un premier état des lieux selon une méthodologie que vous allez voir. Elle est particulièrement bien adaptée aux PME. C'est sûr que sur un site énorme avec, par exemple, des milliers d'effectifs et des consommations d'énergie extrêmement importantes, le format de ce service ne sera pas forcément adéquat. Donc, la visite énergie, comment ça se présente ? Vous pouvez faire un petit clic. Donc, ça repose sur, dans un premier temps, le recueil des données qui sont présentes dans l'entreprise sur l'énergie, notamment l'historique des factures, essentiellement, électricité, gaz, autres, le plan, le listing des machines. Ça repose sur une visite du site qui est assez détaillée sur une demi-journée avec un échange et énormément de questions qu'on va poser à la personne qui connaît bien le site, qui peut être le directeur du site dans une petite entreprise, un responsable de maintenance ou un responsable QSE, voire plusieurs personnes. On va faire le tour de toutes les installations consommatrices d'énergie en essayant de comprendre comment elles fonctionnent, comment elles sont dimensionnées, etc. L'analyse de toutes ces données et la rédaction d'un rapport avec un certain nombre d'éléments visuels, quantitatifs, qualitatifs, comme vous allez voir. Et ensuite, on revient dans l'entreprise pour lui fournir ce fameux rapport qui comprend alors des éléments d'analyse des consommations, comme vous allez voir, je vous en présente une juste après. Et un plan et surtout ce qui est intéressant, c'est ce fameux plan d'action d'économie d'énergie. Donc c'est vraiment les deux ingrédients du diagnostic des consommations. C'est une analyse en fait des consommations pour comprendre en fait dans ce gros budget énergie qu'est-ce qui est du ressort de quoi et commencer à départager un petit peu et voir un peu qui est responsable de quelles dépenses. Et ensuite, ce plan d'action qui permet de mettre en perspective dans la durée, les pistes d'amélioration de la performance. Par la suite, on reste bien sûr disponible à l'entreprise dans la durée pour l'accompagner sur la réalisation des différentes actions, en mettant à sa disposition des outils, des mises en relation, etc., selon ses besoins. Alors là, je vous ai collé quelques témoignages. Bon, c'est pas très lisible en diaporama, mais je vous ai collé quelques témoignages d'entreprises qu'on a accompagnées, essentiellement des PME, donc de la Loire. Nous, on n'intervient que sur le département de la Loire, et en passant par ce fameux diagnostic, qui ont réussi à faire des économies et à améliorer significativement leur performance. Donc là, c'est une entreprise adaptée, donc qui fait de la sous-traitance industrielle, qui a commencé par travailler donc à la suite du diagnostic sur ses consommations de gaz, de chauffage, qui était là où il y avait le plus d'enjeux et de potentiel d'économie possible, et qui a tout de suite commencé à faire des belles économies. Ensuite, on a une entreprise qui fabrique des éléments en zinc, qui est dans le nord du département, et elle qui a pu travailler successivement en fait sur différents postes de consommation avec une approche méthodique en fait, en s'attaquant à un poste puis un autre, donc le chauffage, l'éclairage, l'air comprimé, etc. Et en accumulant les économies au fur et à mesure. Là, c'est une entreprise qui fait du tri textile. Et qui a pu faire, grâce à l'analyse en fait de ces fameuses données, le bon choix d'installation de chauffage qui lui a permis de faire l'investissement qui était le plus pertinent, avec un surinvestissement par rapport à une solution de base, mais une performance nettement améliorée. Donc une belle réflexion en coût global. Et puis les chocolats Veille, que vous connaissez peut-être, si c'est pas le cas, je vous les recommande, eux aussi qui ont pris la main sur leur consommation de gaz avec des belles économies à la clé. Alors, notre cas réel, donc c'est une entreprise ligérienne évidemment, chez qui on a fait un diagnostic, donc cette fameuse visite énergie, en janvier 2021. Qui n'a pas pu venir aujourd'hui, sinon on aurait présenté ici tous les deux, mais c'est pas grave, je vais le faire. Qui partait sur un budget énergie initial de 113 000 € par an. Donc,
la visite énergie, comme je vous ai présenté, elle se passe en 2 temps que je vais vous présenter successivement. Donc voilà le premier temps. Donc l'analyse, le premier temps, il repose vraiment sur l'analyse des données qui sont présentes dans l'entreprise, donc l'analyse des factures, de ses consommations et de ses coûts. Donc là, vous pouvez cliquer plusieurs fois. Il y a plusieurs petites images qui sont détaillées dans les diapos d'après. Voilà, on essaie de faire des visuels parce que c'est plus parlant. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sortir de toutes ces données qui sont finalement déjà présentes dans l'entreprise? Un petit lapin, je sais pas. Alors, l'analyse des factures, des consommations et des coûts. En fait, rien qu'en récupérant, si vous voulez, les factures énergie, donc les factures d'électricité, les factures de gaz qui sont présentes dans l'entreprise, on reporte en fait ces informations dans des tableaux. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, la base de la base du travail parce que les données sont déjà disponibles, elles sont là, mais il arrive assez souvent qu'elles soient en fait pas exploitées. Donc voilà, une des premières choses de bon sens, c'est de prendre ces données-là, de les regarder. Bon, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'entreprise consomme aux 2/3 de l'électricité, que l'électricité représente plus de 75% de ses coûts. Bon, on voit son prix du kilowattheure électrique et gaz. On voit la répartition de ses consommations d'électricité mois par mois sur l'année. On voit s'il y a une saisonnalité, etc. Et puis en bas à droite, on voit comment se situent les puissances atteintes par rapport aux puissances souscrites. Bon, il y a une première petite piste d'amélioration qui apparaît, puisqu'on voit que cette entreprise, elle souscrit une puissance, notamment en heure creuse, qui est beaucoup plus élevée que sa puissance souscrite en heure pleine, et dont elle a vraiment pas du tout besoin, en fait. En heure creuse, elle appelle plutôt des puissances, au contraire, plus faibles. Donc, une première piste d'optimisation qui sort comme ça, simplement, d'abaisser la puissance souscrite en heure creuse, avec des économies, de quelques centaines d'euros, c'est pas énorme, mais voilà, donc voilà notre petit cochon qui va nous permettre de compter les économies, on va dire, potentielles qui émergent suite à l'état des lieux des consommations. Dans l'analyse des factures, dans cette entreprise, il est apparu qu'il y avait un poste d'optimisation possible sur le coût de l'électricité en elle-même à travers une optimisation de la CSPE, donc qui est une des taxes en fait qui s'applique dans la facture d'électricité de toutes les entreprises, la contribution au service public de l'électricité qui représente 20% de la facture d'électricité de toutes les entreprises en fait, et sur lesquels des taux réduits existent pour certaines entreprises selon certaines conditions. C'était le cas dans cette entreprise, donc on a fait les démarches avec elle. Et là, du coup, il y a des économies un petit peu plus significatives à la clé. 12 000 euros par an, plus 24 000 euros qu'elle a pu récupérer sur 2 années rétrospectivement, sur 2 années écoulées. Voilà, donc, mais il y a 12 000 euros par an d'économies qui vont s'appliquer année après année, puisqu'elle obtient désormais un taux réduit sur la CSPE. Excusez-moi, là, c'est juste un taux qui n'avait pas été... C'est un taux réduit auquel l'entreprise avait droit depuis 2016. Simplement, elle n'était pas au courant, elle n'avait pas fait les démarches nécessaires pour y accéder. Ça se fait pas de façon automatique. Voilà. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, on est allé chercher les courbes de charge de l'entreprise. Donc les factures énergétiques sont intéressantes, mais elles nous donnent que des informations mensuelles. Donc c'est quand même des informations qui sont un petit peu grosso modo à la maille du mois. On n'est pas très précis. On est allé chercher ces courbes de charge électrique qui reflètent en fait les puissances appelées toutes les 10 minutes. Donc là, on voit sur cette courbe les puissances appelées sur une échelle d'1 semaine, et il y a 5 semaines qui sont superposées. Chaque couleur représente une semaine de consommation, et on voit bien donc les consommations des jours, donc le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, qui sont plus élevées que les consommations des nuits, et puis du week-end qui est encore plus bas. Voilà, vous repérez sur cette courbe, et on voit se superposer les 5 semaines. Et puis là, ce qui s'affiche en gris, merci pour les clics, c'est parfait, c'est ce qu'on appelle les talons de consommation. Alors le talon, c'est très important de s'y intéresser et de travailler dessus. C'est les consommations de l'entreprise lorsqu'elle ne travaille pas, lorsqu'il y a personne. Donc cette entreprise tourne en 2/8, donc il y a personne la nuit, sur 8 heures par nuit, puis il y a personne le week-end, et puis il n'y a pas de travail surtout, il n'y a pas de production, il n'y a pas de machine qui tourne. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que cette entreprise avait des consommations, un talon de consommation vraiment très élevé par rapport au fait qu'il n'y a pas de travail, il y a personne, et puis il n'y a pas de machine qui tourne en fait, ni dans la nuit ni dans le week-end. Donc on a estimé, on a mis des euros derrière. Ce talon, il lui coûte 28 000 euros par an, donc c'est pas neutre
sur sa facture énergétique globale. Il est lié à des usages qui sont pas pilotés, qui sont pas éteints le soir, le week-end, et donc sans trop s'avancer, voilà, on a supposé qu'elle pouvait se passer économiser la moitié de son talon, donc la moitié de ses 28 000 euros. On est parti sur 15 000 euros d'économie possible avec des actions de pilotage. Voilà, éteindre les usages responsables de ce talon, éteindre les usages le soir et pas les laisser tourner la nuit. Voilà pour la première phase, en résumé, d'analyse des données qui sont présentes dans l'entreprise. La deuxième phase du diagnostic repose sur l'analyse des usages et puis la recherche d'optimisation. Donc là encore, on va voir un petit peu différentes pistes qui sont apparues. Bonjour, Émilie. Donc on commence par faire en fait ce fameux camembert qui est un outil de prise de décision extrêmement utile pour le dirigeant. Ce camembert, il représente la répartition des consommations de l'entreprise par usage. C'est-à-dire que sur son budget initial de 13 000 euros par an de consommation, c'est important de savoir qu'est-ce qui est du ressort. Alors là, on voit, si on regarde la légende du camembert, de qu'est-ce qui est consommé dans les bureaux, l'éclairage de l'atelier, l'air comprimé, ça c'est un gros usage en jaune, on a estimé à 20 000 euros. Les machines, le chauffage des bureaux et puis le chauffage de l'atelier. Alors j'ai collé là-dessus un petit quartier rouge qui correspond aux 28 000 euros de talons et qui s'étale à la fois sur l'air comprimé et les machines. C'est un outil d'aide à la décision qui est précieux pour un dirigeant qui doit prendre des décisions d'investissement. Moi, il m'est arrivé dans la vague du relamping LED assez souvent d'entendre des discours de vendeurs de LED qui disaient « mais vous allez faire 50% d'économie sur vos consommations ». Oui, mais sur quelle consommation en fait? Si on ne sait pas quelles sont nos consommations initiales d'éclairage, et en l'occurrence, là on voit que comme dans la plupart des entreprises, c'est un pourcentage assez faible des consommations globales de l'entreprise, on n'a pas d'idée de temps de ressources sur investissement, donc simplement savoir qu'on va faire 50 ou 60% d'économie, c'est bien, mais sur combien en fait? Il faut avoir une idée de là où on part pour pouvoir avoir des temps de retour sur investissement et prendre une décision éclairée. Oui. Merci, voilà, c'est important d'en parler. Alors, à notre niveau, nous, ce qu'on fait à Edel, ce que vous allez retrouver dans les services proposés par les CCI dans les différents départements, on se base sur les données qui sont présentes dans l'entreprise. Donc, en l'absence de sous-comptage, et là, c'était le cas dans cette entreprise, c'est le cas dans énormément de PME, on se base sur... je monte mon nez, bon... En fait, on réalise des estimations qui sont basées sur on réalise des estimations en fait. Par exemple, pour l'éclairage, c'est pas le poste qui est le plus difficile à estimer, c'est-à-dire que on compte en fait les luminaires, on connaît leur puissance, on se renseigne le plus précisément possible sur leur temps d'éclairage et voilà, on va multiplier en gros des puissances par des temps pour obtenir des consommations d'énergie. On va faire un petit peu la même démarche sur tous les usages et recouper ensuite avec tout ce qui est courbe de charge, saisonnalité, etc. pour recouper au maximum nos infos et les consolider dans la mesure des possibles. Mais ce sont des estimations qui sont basées sur des hypothèses qu'on explicite auprès de l'entreprise. Ensuite, c'est à elle de les prendre avec un regard critique, de les remettre en question et de les retravailler. On lui propose ensuite de faire une campagne de mesure, d'installer du sous-comptage, etc. Vous allez voir que l'approche ensuite que va présenter Coretech en tant que bureau d'études, elle est basée vraiment sur de la mesure réelle et donc on n'est plus dans de l'estimation, on est beaucoup plus précis. Oui ? C'était, par exemple, c'était de la consommation prise des machines, c'est pas une digitalisation avec un comptage précis, c'était une estimation en fonction des... Tout à fait. Et bien souvent, les machines, on estime leur consommation par différence avec tout le reste, parce que c'est pratiquement pas possible. D'abord, il y a un grand nombre de machines qui sont présentes, et c'est très difficile d'estimer leur consommation. Donc en fait, on va estimer tout le reste, où c'est un peu plus facile, un peu plus standard, et ensuite on fait une différence. Voilà. Donc c'est important effectivement d'en parler. À notre niveau, dans le cadre d'un premier niveau de diagnostic, on est sur des estimations, donc qui sont à prendre pour ce qu'elles sont, et pas plus. Voilà. Du coup, on peut tourner.
Alors voilà, qu'est-ce qu'il est ressorti dans cette entreprise? Alors entre autres, j'ai fait une synthèse vraiment synthétique justement. Donc sur le sujet chauffage, c'est une entreprise, il y en a encore qui se chauffait avec du fioul, alors même que le gaz passe dans la rue. Donc là, je veux dire, il y a une piste d'amélioration qui réside sur l'amélioration du chauffage. Elle a été chauffée alors non seulement au fioul, qui est une source d'énergie obsolète, mais en plus avec un générateur d'air chaud qui est un système de chauffage qui est lui-même aussi obsolète et très peu performant. D'autant plus dans un bâtiment de cette entreprise en l'occurrence, mais comme beaucoup de bâtiments industriels malheureusement, mais assez peu isolé, pas étanche, avec des trous, etc. Donc voilà, donc on lui a conseillé de passer sur une énergie gaz et puis sur un mode de chauffage différent, donc chauffage radiant, beaucoup moins sensible à la performance du bâtiment. Et on a alors là encore estimé des économies d'énergie, donc c'est des estimations également qu'on fait en pourcentage de consommation par rapport à notre expérience et à nos connaissances et par rapport à l'état des lieux qu'on a fait dans l'entreprise. Voilà, on pointe les aides financières qui existent sur ce type d'investissement. Oui ? Alors, nous, à notre niveau, merci, c'est bien parce que vos questions complètent bien la présentation. À notre niveau, on estime des économies d'énergie. On ne chiffre pas le coût d'installation. C'est là encore une différence notable que vous allez voir avec l'intervention d'un bureau d'études comme Coretech qui va beaucoup plus loin dans le service et dans la prestation et qui va estimer le coût du changement, du raccordement au gaz et puis de l'installation de ces fameux radiants c'est une solution qui est coûteuse. Nous, dans le cadre de notre premier niveau d'intervention et de service public, on estime les économies, on chiffre les aides financières qui vont être disponibles pour l'entreprise. On la met en relation avec des chauffagistes compétents et performants du territoire. C'est à elle ensuite de se faire chiffrer les installations. On va pouvoir regarder ça avec elle, mais on fait pas cette étape-là du travail. Voilà. Sur les bureaux, on peut avoir une logique similaire. C'est pareil, ils étaient au fioul, donc voilà, ils sont en train de passer sur du gaz. Il y avait des aides financières aussi. Donc, on a vu notre petit cochon qui a fait les additions d'économies, mais effectivement, ça, c'est des économies qui sont plus difficiles à mettre en œuvre. C'est pour ça que je les ai mis d'ailleurs en rose, là, les 13 000 € et les 1 500 €. Je les ai pas mis de la même couleur parce que ça, c'est des économies, par contre, qui nécessitent des investissements relativement importants. Alors que les lignes d'économie qui sont plus hautes sont à temps de retour quasiment immédiat. C'est-à-dire, elles nécessitent juste du temps de travail, des horloges, du pilotage, voilà. Donc, c'est des temps de retour de l'ordre de 0 ou quelques mois. Il y avait aussi une piste d'optimisation encore sur l'éclairage. C'est une entreprise qui était encore équipée avec les tubes fluo compacts, qui étaient présents dans toutes les entreprises il y a encore 10 ans, et puis de plus en plus qui disparaissent en faveur de la LED. Ça c'est un cahier des charges qu'on a réalisé pour aider les entreprises à réussir leurs projets LED, parce qu'il y a eu des projets plus ou moins inspirés qu'on a vus depuis toutes ces dernières années. Donc on a fait ce petit document pour les aider. Comme je disais tout à l'heure, là aussi, il y a des économies de l'ordre de 60% à éclairage constant, en tout cas. Donc 1 600 € qui viennent s'ajouter sur l'addition de notre petit cochon, là, mais qui nécessitent, là encore, évidemment, un investissement qui va avoir un temps de retour d'autant plus intéressant que le temps d'éclairement de l'entreprise est important. Donc voilà, plus on est en 2.8, en 3.8, en 5.8, plus on va avoir des temps de retour qui vont se rapprocher de 2-3 ans. Mais par contre, les entreprises en 1.8, elles ont des temps de retour plus longs, évidemment. Il datait, je pense, des années 70. C'est un bâtiment assez ancien. Voilà, alors j'ai pas évoqué là sur cette présentation l'amélioration du bâtiment en lui-même. Alors on en voit sortir maintenant, mais c'est difficile de travailler sur l'amélioration du bâtiment industriel. C'est des coûts qui sont élevés, les bâtiments sont vastes, hauts. Il n'y a pas d'aide financière, donc c'est des sujets difficiles. En fait, pour en argument aussi, on peut dire que comme ça n'a pas été fait depuis longtemps, voilà. Exactement. C'est-à-dire que un bâtiment industriel, c'est comme une maison. Si on n'entretient pas au fur et à mesure, et si on n'améliore pas ce qui est amélioré au fur et à mesure, on se retrouve au bout de 10 ans avec un outil qui est obsolète et sur lequel il y a un niveau d'investissement à réaliser qui est énorme et qui est difficile. Donc, et c'est exactement
la situation que je suis en train de présenter. Sur l'air comprimé, donc là, l'entreprise s'est fait faire une mesure de consommation par son prestataire d'air comprimé. Et on retrouve un petit peu la même chose que sur nos courbes de charge électrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le jour et la nuit. La courbe de charge commence à 0 heure et se termine à minuit. Et on voit que les consommations de nuit sont presque au niveau des consommations de jour. Les consommations de nuit, c'est 100% de fuite. Donc on imagine bien que si on réparait les fuites, enfin déjà si on éteignait le compresseur la nuit, eh ben la courbe elle serait à 0 sur la nuit, ce serait bien. Et puis si on réparait les fuites, la courbe entière viendrait s'abaisser de toute la hauteur du talon. Donc là, ce qu'on voit, c'est que on voit bien la réflexion en fait à mener sur l'air comprimé, mais comme sur tous les usages. La priorité, c'est pas de remplacer le compresseur par un compresseur plus performant. La priorité, c'est de réduire ses besoins, abaisser cette courbe au plus bas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire ses besoins ? Faut éteindre le compresseur la nuit, en fait. Il faut chercher les fuites et les réparer. Alors en continu, parce que aussitôt qu'on en répare, qu'il y en a d'autres qui apparaissent. Et ensuite, et seulement ensuite, on va avoir un besoin d'air comprimé, on va dire un petit peu plus réel et optimisé, qui va nous permettre, éventuellement, quand le compresseur arrive en fin de vie ou avant, de dimensionner et choisir le compresseur le mieux dimensionné et le mieux optimisé par rapport à ce besoin-là. Voilà. Donc là, c'est juste le résumé de toutes ces actions possibles avec l'addition, enfin surtout la soustraction. Donc vous voyez, ce qui est vraiment intéressant dans cet exemple, l'entreprise part de loin, elle s'est jamais préoccupée du sujet, mais finalement c'est pas un cas qui est si extraordinaire. Il y a quand même de nombreuses pistes d'économie qui sont sans investissement ou quasiment sans investissement. Concernant les ajustements sur le contrat, le travail sur les talons, le pilotage en fait des consommations, le travail sur les fuites d'air comprimé. Donc en fait, voilà, moi c'est ça que j'avais envie de mettre en valeur, c'est-à-dire de dire que déjà à travers ce travail de diagnostic, d'une part le diagnostic, alors c'est pas un sésame pour faire des économies d'énergie, mais c'est d'abord la base et le premier travail à faire, parce que pour réduire et pour travailler efficacement, il faut d'abord connaître, comprendre et orienter correctement ses actions. Donc c'est de toute façon la première marche de l'escalier à mettre en place. Et ce que je voulais aussi montrer à travers cet exemple-là, c'est que rien qu'à travers ce travail de diagnostic, d'analyse et de regarder en fait, de se donner vraiment le temps et les moyens de regarder ce qui est là, on trouve déjà plein d'actions à mettre en place qui vont être mises en place relativement rapidement et assez facilement. Alors, il y a 33 000 € par an d'économies qui sont, entre guillemets, faciles à faire et qui sont déjà en bonne partie réalisées, là, effectivement, aujourd'hui dans l'entreprise en vrai. Et puis après, en perspective, dans ce plan d'action, il y a d'autres économies, notamment sur le chauffage, qui sont assez importantes, et puis sur l'éclairage aussi, et qui vont pouvoir suivre. Voilà. Moi, ce que j'aime bien dire aux entreprises, c'est quand vous arrivez à faire des économies facilement à temps de retour zéro, c'est de bien garder ce budget économisé dans une petite case particulière pour pouvoir le réinvestir dans des actions, dans d'autres actions qui nécessitent de l'investissement. Voilà, d'essayer de remplir une cagnotte et pas que ça parte dans le budget général, quoi. Je fais juste une petite parenthèse sur une nouvelle réglementation dont vous avez entendu parler, éco-énergie tertiaire, qui concerne toutes les entreprises et d'ailleurs tous les sites, tous les établissements publics et privés qui ont plus de 1000 m² de surface tertiaire. Ça concerne en réalité finalement pas mal de sites industriels. Selon leur taille, les 1000 m² de tertiaire, ils arrivent assez vite, surtout quand il faut prendre en compte des surfaces de stockage. C'est une réglementation qui va imposer aux entreprises de faire des économies relativement ambitieuses, à savoir de l'ordre de 40% d'économies en 2050, 50% en 2060 et 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050, excusez-moi. Les objectifs sont très ambitieux. Ça va nécessiter de faire ce fameux état des lieux sur la partie tertiaire. En industrie, on s'aperçoit souvent que du coup, c'est une contrainte qui pose sur un faux enjeu, parce que bien souvent, c'est une très faible partie des consommations de l'entreprise, mais
Mais voilà, qui va faire appel à ces ressources, notamment de diagnostic des consommations. Donc voilà, c'est pour ça que je fais juste une petite parenthèse, tout à fait hors sujet, mais qui est quand même en lien. Merci. Et, à votre disposition beaucoup, pour les questions. Merci beaucoup, Madame Gros. Pour maintenir le timing, et puis il y a M. Poula aussi qui doit intervenir, si vous avez des questions, je vous propose de les garder, et on se gardera encore quelques minutes, évidemment, pour échanger. Parce qu'apparemment, il y a déjà des questions en cours, donc je suppose que quand M. Poula va enchaîner, ça va faire la même chose. Je vous propose directement d'embrayer sur la présentation de M. Poula. Je vous laisse la parole. Merci. Donc pour compléter, alors, vous ne devez pas avoir le premier là, à mon avis. Voilà, si vous pouvez remonter encore, voilà. Donc je vais faire une présentation qui va être tout à fait complémentaire. On va bien entendu parler de comment analyser vos consommations et je vais agrémenter la présentation d'exemples concrets de prestations d'études qui ont conduit à des mises en œuvre chez des clients industriels et sur des sites industriels pour vraiment concrétiser le fait qu'une étude bien faite et une analyse correcte des consommations débouche sur des projets concrets d'optimisation. Donc bon, sur le message général, il a été largement balayé ce matin. Encore était qu'on est une société lyonnaise. Joanne Gros a parlé d'indépendance. C'est effectivement très très important. Dans le domaine de l'énergie, il y a beaucoup d'acteurs. On est complètement indépendant. Au service de clients industriels depuis plus de 20 ans, c'est une société qui a été créée en 1998. Notre métier, c'est de faire des projets, d'accompagner les clients depuis les études préliminaires jusqu'à la mise en œuvre des solutions sous le format de clé en main avec engagement de performance. On communique sur plus de 400 projets menés à bien depuis 1998. On voit beaucoup de sujets industriels dans tous les secteurs d'activité, plus de 60 industriels accompagnés par année notamment. On fait un chiffre d'affaires d'à peu près 12 millions d'euros en croissance régulière et maîtrisée. Et ça, on le fait parce qu'on est une société coopérative. On a racheté l'entreprise en 2013 aux dirigeants historiques. Et aujourd'hui, sur les 40 personnes qui composent l'entreprise, on est 27 associés à détenir 100% du capital. Et donc, les différents sujets que l'on traite sur les projets industriels sont de 4 types. Le premier, tout ce qui a trait à la chaleur procédée. Donc, on est très marqué utilité process. Donc, tout ce qui a trait à la vapeur et au condensat, l'eau chaude et l'eau surchauffée, les fluides thermiques. Donc, ça, c'est le premier thème important des missions et des projets que l'on traite. Tout ce qui a trait au refroidissement au process et aux autres utilités, l'eau industrielle, l'eau perdue. On voit encore des sites industriels en eau perdue. On parlera d'un sujet concret tout à l'heure. L'air comprimé qui est également présent sur tous les sites. La personne ce matin a parlé de ressources. De plus en plus de nos clients nous demandent de traiter des sujets de combustion spécifiques, de coproduits et de déchets issus des procédés. Et donc, on intervient de plus en plus sur de la co-combustion de combustibles commerciaux et non commerciaux avec le rejet atmosphérique associé. Et le quatrième gros pourvoyeur et levier de projet pour nos clients industriels, c'est tout ce qui a trait à la récupération d'énergie, valorisation de chaleur fatale, sous forme de forme liquide ou gazeuse et sous forme thermique directe ou en valorisation électrique. Et on aura plusieurs exemples concrets de ce type-là. Ça, c'est pour la présentation très rapide. Pour l'optimisation énergétique et la décarbonation, les solutions techniques existent. On a eu un message général ce matin. Je vais vous présenter différents exemples concrets. Techniquement, il y a des solutions qui existent. On n'est pas dans l'innovation. Il y a vraiment des différentes solutions qui permettent d'optimiser et de décarboner les process industriels. Les solutions de financement sont disponibles sur différents guichets de subventions. Il y a vraiment des solutions pour permettre aux clients et aux sites industriels de concrétiser des projets. Le financement ne doit pas être l'élément déclencheur, c'est une solution pour concrétiser le projet. Donc il est temps d'agir pour limiter l'impact environnemental. Le gros enjeu, c'est bien évidemment d'optimiser tout ce qui peut l'être et ensuite de décarboner ce qui reste finalement. Si on peut passer à la suite. Donc là, sur le constat général, ça c'est pour mettre un graphe sur les émissions spécifiques des différents combustibles. Le constat qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, les consommations énergétiques des sites industriels sont très carbonées.
beaucoup de sites ont entrepris des démarches d'audit énergétique, d'analyse des consommations, de monitoring de certaines consommations. Donc ça, la majorité des sites industriels ont entrepris ces démarches-là. Et globalement, notamment via le mécanisme des certificats d'économie d'énergie, toutes les solutions simples, de bon sens, ont été mises en œuvre. Donc les sites industriels ont progressé d'un point de vue performance énergétique. Maintenant, il va falloir faire plus et aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est que peu de solutions complexes ou avec des capex importants ont été mises en œuvre. Ça, c'est une vérité globalement assez générale. Et l'enjeu de l'impact environnemental et des émissions de CO2 n'a finalement pas été pris en compte et n'était pas un critère pour entreprendre des solutions. Donc il va falloir maintenant que les industriels prennent à bras le corps cette thématique en mobilisant des capex sur des projets potentiellement plus lourds et en intégrant l'impact carbone dans les mécanismes de décision. Notre conviction, finalement, c'est que pour atteindre des objectifs ambitieux de limitation de l'impact environnemental, c'est pas une solution. Ça va pas être l'électrification, une chaudière biomasse ou l'hydrogène qui sera la solution pour décarboner les sites industriels, mais ce sera bien un package et un ensemble de plusieurs solutions qui va permettre d'avancer, de progresser et de mettre en œuvre des solutions. Et pour ça, c'est évident que l'analyse préliminaire, l'analyse des enjeux est fondamentale justement pour pas partir dans une solution qui est potentiellement très bien subventionnée, mais qui au final sera pas forcément la plus intéressante pour le site en question. Ces solutions-là, encore une fois, elles existent, elles sont multiples et en fonction des sites, en fonction des modèles de consommation, une solution ou plusieurs solutions va être adaptée et sera pas forcément le cas pour un autre site. Globalement, pour concrétiser des projets et atteindre les objectifs ambitieux des différents sites industriels de consommer mieux et de décarboner, la démarche elle est la suivante. La première étape, c'est l'étude énergétique ou de décarbonation du site. Donc là, c'est vraiment la vision globale, c'est d'analyser, c'est l'objet de la table aujourd'hui. On analyse les consommations énergétiques pour ensuite bâtir un plan d'action et aller vers des projets concrets. Donc ça, je vous présenterai des exemples pour chacune de ces étapes. La seconde étape, c'est l'étude de faisabilité. Donc une fois qu'on a le plan d'action qui est bâti, le site industriel en connaissance de cause, en fonction des différents CAPEX, des économies d'énergie générées, des critères de difficulté plus ou moins sur telle ou telle solution, va valider des pistes prioritaires. Donc la seconde solution, c'est l'étude de faisabilité, l'avant-projet de ces sujets qui ont été identifiés comme prioritaires, qui va permettre deux choses. Cette étude de faisabilité va permettre de valider la faisabilité technique et économique du projet et d'aller voir les différents organismes financeurs et subventionneurs, notamment auprès de l'ADEME, pour obtenir les subventions en jeu. Et derrière, la troisième étape, c'est la mise en œuvre de ces projets, la mise en œuvre industrielle avec la validation des performances et le suivi de ces performances dans le temps. Encore une fois, c'est très important de concrétiser des projets, mais bien évidemment de suivre les performances et de corriger en fonction des aléas de mise en œuvre et d'exploitation les résultats obtenus. La première étape, donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'étude énergétique ou décarbonation du site. Donc, je vais tout de suite vous présenter un exemple sur un site industriel. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite cette année. Un site industriel des sciences de la vie en région Rhône-Alpes. Le contexte, le client voulait réaliser l'étude pour améliorer ses performances énergétiques et environnementales de son site. Donc avoir une vision assez large de qu'est-ce qu'il consomme, comment il le consomme et qu'est-ce qu'il peut optimiser. En termes de consommation énergétique, c'est environ 6 gigawattheures d'électricité et 8 gigawattheures de gaz naturel. Donc, et des bâtiments, un site industriel avec des parties process et des parties tertiaires également. Ces enjeux, établir une base de référence, donc avoir vraiment une photographie sérieuse
est basé sur des données d'analyse et des mesures de ses consommations énergétiques. Étudier différentes thématiques qu'il avait préidentifiées, la partie process, la partie bâtiment tertiaire associée au décret tertiaire qu'a évoqué Johan tout à l'heure, et puis également étudier la faisabilité et l'intérêt technico-économique d'installer du photovoltaïque sur son site. Le but, c'est d'établir une feuille de route, d'avoir vraiment un plan d'action pour entreprendre les investissements pour les années à venir. La prestation réalisée a été la suivante, bilan énergétique, donc là, basé sur des données de mesure des différentes consommations des différentes unités et consommateurs énergétiques, l'étude et la définition de solutions d'optimisation, le chiffrage, bien évidemment, de ces solutions, et au final, pour établir un plan d'action, un tableau de bord pour ensuite dérouler ce plan d'action. Il nous a demandé également de réaliser l'audit pour voir le gap qu'il avait à entreprendre pour passer ISO 50001 et manager l'énergie au final. Les solutions qui ont été envisagées sont de différents types. Donc sur le solaire, il y a des vraies possibilités de solaire au sol et d'ombrière sur parking. Donc ça, c'est des projets qui peuvent être réalisés, qui sont potentiellement intéressants pour soit faire de l'autoconsommation, soit de la revente sur le réseau. Sur ce site-là, donc, on a une chaufferie qui est composée d'une chaudière vapeur et de chaudière eau chaude pour le conditionnement d'ambiance. Une des solutions permettant d'économiser et d'avoir un impact environnemental significatif, c'est une chaudière biomasse qui permet d'économiser quasiment 800 tonnes d'équivalent de CO2 sur une empreinte environnementale du site de 2400 tonnes d'équivalent CO2. Donc quasiment un tiers du chemin pourrait être fait à partir d'une chaudière biomasse qui viendrait produire l'eau chaude pour le site. Le remplacement des groupes froids, donc c'est un site qui a plusieurs unités de production de froid délocalisées, est une solution qui n'a pas un impact environnemental important. Par contre, dans le cadre d'un plan de rénovation, c'est un projet qui a une très bonne rentabilité et qui peut, d'un point de vue performance énergétique, permettre d'économiser significativement de l'énergie. Et l'autre piste, une des autres pistes qui a également été identifiée, c'était de convertir la chaudière vapeur au gaz naturel par une chaudière électrique, ce qui permettrait d'économiser 380 tonnes d'équivalent CO2. Typiquement, sur cette solution-là, il n'y a pas de rentabilité financière en regard de l'écart de prix entre le gaz et l'électricité, mais encore une fois, pour atteindre des objectifs ambitieux de limitation d'impact environnemental, il va falloir aller au-delà de la simple analyse de la rentabilité à 2 ans et d'être plus complet sur les critères d'analyse. Donc, ce que l'on a fait, c'est l'étude énergétique et environnementale du site. Pour cette étude-là, on s'est adossé à 2 bureaux d'études complémentaires sur la partie solaire. C'est pas forcément notre métier. Donc, sur des sujets techniques précis, on va chercher de la compétence avec des partenaires. Et de la même manière, nous, on est vraiment typé utilité process. Et donc, on n'a pas d'expertise et de compétences différenciantes sur la partie bâtiment tertiaire. Et donc, on a réalisé l'analyse et études thermiques relatives au décret tertiaire avec un bureau d'études spécialisé. Et donc, ce client-là, on a mis en évidence, dans le cadre du plan d'action, des potentiels de réduction significatifs et de limitation d'impact environnemental qui permettraient de diviser par 2 l'impact carbone du site. Mais évidemment, il n'y a pas de solution évidente. Donc après, libre à lui d'entreprendre finalement et de dérouler cette feuille de route en fonction des actions prioritaires. Donc ça, c'est vraiment la première étape, mais qui est fondamentale pour ensuite retenir et choisir et réaliser des projets avec des données concrètes. La deuxième étape, c'est l'étude de faisabilité. De la même manière, je vais vous présenter des exemples. Le premier exemple, c'est une industrie verrière, donc Euroglass. Le contexte, donc, c'est des fours verriers qui rejettent beaucoup d'énergie fatale dans l'atmosphère via les fumées de four. Ce site-là a un réseau de chauffage urbain qui est relativement proche. Et donc, les enjeux, c'était de caractériser les différents flux d'énergie fatale sur ce site-là pour proposer la meilleure solution, qui soit une solution la plus simple, fiable et performante, sans perturber le process. Pour aller vers des projets qui ont un impact significatif sur l'énergie et un impact sur l'environnement,
on va être obligé de traiter des pistes d'optimisation énergétique sur le process. Donc, il faut vraiment intégrer ça comme un critère pour sécuriser les solutions et ne pas mettre en œuvre des solutions qui viennent faire dysfonctionner et perturber le process. Le but de l'étude, valider la faisabilité afin de maximiser la récupération d'énergie et la valorisation sur le réseau de chauffage urbain. Donc, la prestation qu'on a réalisée, je ne vais pas la détailler, mais globalement, c'est analyse des consommations sur la base de données de mesure, bilan énergétique avant et après solutions identifiées comme pouvant être mises en œuvre. Donc, on identifie les pistes et les gisements d'économie d'énergie. On définit là où les solutions qui sont les plus intéressantes pour récupérer cette énergie et on fait l'ingénierie préliminaire de ces solutions pour sortir le budget d'investissement du projet. La solution qui est envisagée, en l'occurrence, c'est la mise en œuvre de 2 récupérateurs d'environ 5 MW unitaires, la réalisation d'une boucle surchauffée à l'intérieur de l'usine pour ensuite alimenter une sous-station d'export vers le réseau de chauffage urbain. En termes de conclusion, c'est un projet qui est viable et pertinent d'un point de vue économique pour les différents acteurs et le client industriel a engagé des travaux préparatoires. Les fours verriers sont des fours qui ne s'arrêtent jamais pendant 12 ans quasiment. Et donc, il a un arrêt l'année prochaine et donc il va repartir pour un cycle long. Donc, avant d'engager le projet, il met en œuvre les travaux préparatoires qui permettront de faire le projet potentiellement sans arrêter le four. Le CAPEX de ce projet est d'environ 2 millions d'euros. Encore une fois, c'est un projet qui est viable et rentable potentiellement. C'est plus de 22 gigawattheures qui pourraient être économisés avec un impact environnemental de 6 000 tonnes de CO2. Donc, c'est vraiment des projets qui sont très intéressants potentiellement. Donc ça, c'est vraiment l'étape d'étude de faisabilité. Ça vous montre, encore une fois, qu'il faut faire cette étape-là de manière indépendante. Il n'y a pas de solution évidente pour ensuite pouvoir mettre en œuvre des projets. Et donc là, de la même manière, je vais vous présenter différents exemples. Le premier exemple, c'est un site qui est également donc en région Rhône-Alpes. C'est le site du JTEC à Ugine. Donc peut-être que vous connaissez derrière Albertville, une grosse aciérie que tout le monde voit quand parfois il va au ski. Ce site-là avait identifié avec la collectivité des gisements d'énergie importants sur différents îlots de fumée de four. Donc en 2017-2018, il a initié ce projet de récupération de chaleur fatale, identifié qu'il avait de la chaleur fatale disponible et que le réseau de chauffage urbain de la ville pouvait être un consommateur potentiellement intéressant. Donc nous avons réalisé en 2018 l'étude de faisabilité, l'avant-projet pour capter cette chaleur et la renvoyer sur le réseau de chauffage urbain. L'étude de faisabilité a mis en évidence que le projet était tout à fait intéressant. Le projet a évolué et a un peu mûri finalement. L'étude de faisabilité a permis de déposer le dossier auprès des organismes subventionneurs, et notamment de l'ADEME, dans le cadre du Fonds Chaleur. Et ce projet-là a été transféré intégralement à la collectivité publique et s'est passé en marché public pour une mise en œuvre. Fin 2020, nous avons remporté ce marché dans le cadre d'un clé en main et que nous avons réalisé, qui est mis en service d'un point de vue industriel depuis 3 semaines maintenant. Donc c'est une installation où on vient valoriser sur les 2 îlots que vous voyez sur 2 îlots de fours, des fours de trempe process. Donc là, on a vraiment étudié et consolidé la faisabilité de ne pas perturber le process et de bien maintenir les caractéristiques de pression dans les fours. Donc on alimente, comme vous voyez sur la photo à droite, 2 îlots. On dévoie une partie des fumées sur un récupérateur. On aspire ces fumées via un ventilateur qui vient réguler en fonction des conditions process et du captage et de la consommation énergétique sur le réseau. On a créé un circuit fermé eau chaude à l'intérieur de l'usine qui vient alimenter une sous-station d'export et qui ensuite alimente le réseau de chauffage urbain. En termes de CAPEX, c'est un projet d'environ 1 500 000 euros qui génère 5 gigawattheures par an environ d'économie d'énergie et c'est plus de 1000 tonnes de CO2 économisées par an et non rejetées dans l'atmosphère. En l'occurrence, ce projet-là va permettre à la ville d'Ugine de devenir
et au réseau de chauffage urbain, un réseau quasiment entièrement décarboné, puisque donc la part de chaleur principale est alimentée par une chaufferie biomasse et le complément va être fait par la récupération de chaleur fatale au détriment des chaudières gaz actuelles. Donc là, de la même manière, encore une fois, par rapport à la thématique de la table aujourd'hui, ça vous montre bien qu'une étude de faisabilité, une étude préliminaire correctement faite sur la base de données solides permet derrière d'aller chercher les subventions, d'obtenir, de rassurer l'ensemble des parties prenantes pour qu'il y ait des projets qui sont ambitieux, mais des projets qui se concrétisent. Un autre exemple dans l'agroalimentaire, une usine de Raynal-Roquelaure du sud de la France. Le contexte, ce client-là avait la nécessité d'économiser de l'eau, donc il avait des rejets d'eau dans le milieu naturel qu'il devait limiter. Plus de 200 mètres cubes par jour qui devaient non rejeter dans le milieu naturel. Et il s'avère que ces rejets d'eau étaient relativement chauds, sortis d'autoclave, donc ils refroidissaient via une tour de refroidissement avant de les rejeter. Donc il y avait un potentiel d'économie d'énergie également sur cette source-là. Donc on a d'abord fait l'étude de faisabilité qui a découlé à la définition technique d'une solution d'économie et de valorisation énergétique, sur laquelle donc, le client nous a consulté et que l'on a mise en œuvre en 2020. Les enjeux du client, donc, c'était réduire ses consommations d'eau et optimiser ses consommations d'énergie. La prestation qu'on a réalisée de la même manière, une étude de faisabilité et ensuite la mise en œuvre d'une solution. Cette solution, elle est relativement simple, c'est des échangeurs de chaleur, des pompes de transfert et du stockage, puisqu'en l'occurrence, il n'y avait pas adéquation et simultanéité entre la source de chaleur fatale et les différents puits de consommation. Donc c'est des cuves de stockage, notamment une cuve de 200 mètres cubes comme vous voyez sur la photo. Les résultats, donc c'est une installation qui a été réalisée et mise en service en 10 mois entre le début de l'étude de faisabilité jusqu'à la mise en œuvre. Donc c'est pas forcément des projets qui s'étalent sur plusieurs années comme vous l'avez vu sur le projet précédent. C'est un projet qui a été réalisé avec un mécanisme de subvention qui n'est pas l'ADEME, mais qui là, en l'occurrence, est une fiche de certificat d'économie d'énergie. D'accord. Donc ça, c'est des opérations qui peuvent être également envisagées de ce principe-là. En l'occurrence, en termes de CAPEX, c'est 500 000 € environ de budget pour cette opération. Et c'est 300 000 € qui ont été apportés par le mécanisme des C2E. Donc, vu la fenêtre du client, il avait une contrainte qui était d'économiser de l'eau. Au final, il a une solution qui lui permet d'économiser plus de 48 000 m3 d'eau par an, mais une solution qui lui coûte, entre guillemets, que 200 000 € et qui lui permet et d'économiser de l'eau et d'économiser 2 gigawattheures d'énergie et de limiter son impact carbone de 400 tonnes de CO2. Et je vais terminer par un dernier exemple concret. Donc également dans une industrie verrière, mais donc là qui s'est concrétisé et qui a abouti à une réalisation. C'est donc sur 2 fours verriers qui sont à Chambéry, sur le site d'OCV, pour lequel on a d'abord fait l'étude de faisabilité et ensuite réalisé la mise en œuvre d'une récupération de chaleur fatale sur les fumées des fours verriers. Encore une fois, on parle de solutions simples, fiables et performantes. C'est un récupérateur de chaleur sur des fumées. On a ensuite créé une boucle d'eau surchauffée qui alimentait 11 séchoirs. En l'occurrence, sur ce site verrier, ils font de la fibre de verre. Donc, ils portent en fusion le verre et ensuite, ils vont cette matière la sécher au travers de 11 séchoirs. Et donc, ils ont besoin d'énergie également au niveau des séchoirs et pas uniquement au niveau des fours verriers. Ce projet-là a été réalisé avec le mécanisme des C2E également. Là, en l'occurrence, c'est une opération spécifique qui a été priorisée. Donc, on a mis en place un récupérateur d'1,5 MW et donc qui alimente ensuite 11 consommateurs qui sont les batteries de préchauffage sur les séchoirs. Le CAPEX, il est d'environ 1 million d'euros pour une solution qui permet d'économiser à peu près 12 gigawattheures de gaz par an et c'est plus de 2400 tonnes de CO2 qui sont rejetées dans l'atmosphère. Voilà, j'avais terminé pour la présentation. Encore une fois, vraiment, l'idée, c'est compter correctement, analyser correctement pour ensuite retenir les meilleures solutions et être en mesure de les mettre en œuvre dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, M. Poula, pour votre présentation.
Je sais pas si j'ai tenu le timing. Vous avez, vu que vous n'étiez pas sur des sujets simples et très denses en termes de données, vous avez bien assuré, je vous garantis. Alors, vous avez parfaitement respecté le timing. Il nous reste encore une dizaine de minutes par rapport à l'horaire qui nous incombe. Donc, on va changer de côté, c'est-à-dire que la parole est à vous dans la salle. Est-ce que vous avez des questions, aussi bien pour Madame Gros que pour Monsieur Poula, par rapport à ce qui vous a été présenté? Et d'ores et déjà, je vous remercie tous les deux de votre présentation, en plus qui sont effectivement très complémentaires l'une de l'autre. Alors, c'est toujours la première question qui est délicate. Allez-y, Madame. Pour Rénal et Rocor, l'investissement, il était de combien? Oui, je n'osais pas trop l'approcher pour... L'investissement, il était d'environ 500 000 €. D'accord. Pour une économie de combien déjà Donc là, l'économie, ça, je sais en termes de. Donc c'est 2 gigawattheures. Donc après, vous calculez par rapport au coût du gaz. Mais c'est 2 gigawattheures par an. Mais l'objet principal, c'était des économies d'eau pour ce client. Donc lui, c'est 48 000 mètres cubes d'eau par an qui sont économisés. Voilà. Donc après, si vous voulez, c'est. Chaque site industriel est différent, c'est-à-dire que, et aujourd'hui, véritablement, pour rentabiliser un projet uniquement sur les économies d'énergie générées, il n'y a pas de solution miracle et finalement, il y a assez peu de projets qui ont des temps de retour très courts. Non, il n'y a pas de jugement sur le montant. Ah oui, non, mais... C'est juste pour avoir une idée précise, en fait. Mais on voit déjà les consommations, même les économies réalisées. Si vous faites les 48 000, les chiffres sont impressionnants d'ailleurs sur le... Mais c'est pas une très très grosse usine finalement, c'est une usine agroalimentaire. Non, mais si on prend les exemples en fait de consommation, d'économie de CO2 ou d'économie d'eau, on voit rien que à regarder ces chiffres, deux exemples, on voit déjà que c'est indispensable. Voilà. Et puis, et encore une fois, c'est également à la portée de tous les sites industriels. Aujourd'hui, c'était une des premières slides les solutions techniques. Elles existent, elles sont pas nécessairement complexes. Et il y a des possibilités d'un point de vue subvention. Aujourd'hui, on parle beaucoup des projets avec les mécanismes de subvention et de financement, d'accord. Mais concrètement, on ne sait pas forcément. Qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire finalement. On se rend compte aussi qu'il y a des solutions, sans parler des nouvelles, énergies, des énergies nouvelles, que c'est comme à la maison, et comme les exemples qui ont été cités, il y avait juste passer, par exemple, c'est pas nouveau, passer l'électricité au gaz. Il y a des fois des choses où éteindre ces appareils. C'est même très surprenant qu'on trouve encore, je sais pas de quand datent les projets présentés, mais c'est même très surprenant qu'on trouve encore aujourd'hui des mesures qui n'ont pas été faites ou des installations des années 70, c'est même très surprenant. Si je puis me permettre, la réalité du monde n'est pas celle qu'on a dans les discours. Vous avez des sites industriels pour suivre des entreprises du secteur de la métallurgie, de la plasturgie, de l'agroalimentaire. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Vous seriez surprise des fois de certaines... Les grands sites appartenant à des grands groupes ont des politiques énergétiques et des systèmes QHSE qui sont mis en place. Mais ce n'est pas forcément les plus performants non plus. Et ce n'est pas forcément les plus performants s'ils sont très anciens, parce que j'ai effectivement une cimenterie qui date des années 50. Et effectivement, la cimenterie a été conçue à une époque où le coût de l'énergie ne coûtait rien. Et n'oublions pas que les chocs pétroliers de 73-79 sont arrivés à un moment où on était après une très forte phase d'industrialisation de la France, il n'y a pas que la France, et donc où on était sur une source d'énergie de base qui ne coûtait rien. Donc que vous ayez encore des bâtis très anciens avec un très faible rendement énergétique, ça existe encore. Ça peut paraître incroyable aujourd'hui, mais la réalité du tissu industriel... C'est ce que je voulais dire. La réalité des sites industriels en France, c'est ça. Même pour compléter, aujourd'hui, il y a un bon nombre d'investissements industriels qui sont faits sans surinvestissement sur la performance énergétique. Aujourd'hui, vous prenez tous les projets en chimie, en pharma et ce genre de choses, il n'y a aucun industriel qui analyse son volume énergétique qu'il va consommer une fois qu'il aura construit son process. La simple démarche de prendre le temps d'analyser la consommation énergétique qui sera effective et le volume énergétique et de calculer l'impact énergétique et l'impact carbone d'un futur process, ça c'est pas fait. Moi je pense que l'argument qu'il faut faire valoir, si on a entre guillemets quelque chose à vendre, il y a aussi le but écologique, c'est l'argument qu'il faut faire valoir pour ceux qui sont un peu encore sceptiques, c'est qu'avec l'économie réalisée, même s'ils s'en préoccupent pas, ils peuvent l'investir dans autre chose justement. Je pense que vous faites partie de quelle société, madame? Excusez-moi.
Aucune. D'accord. Ok. Dans le monde industriel, c'est pas si simple. Il faut être conscient que les industriels ont une vision très axée sur l'investissement, quoi, finalement. Oui, justement. Justement, c'est pour ça que ça peut devenir, ça peut être l'argument trouvé pour ça, en fait. Puisque justement, il va être je dis pas qu'il est facile de les persuader. Ça peut être l'argument à utiliser. Merci. On va peut-être passer à une autre question. Je pense est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser une question? Monsieur devant. Si vous pouviez faire passer le micro, s'il vous plaît. Je vous remercie. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Du coup, c'est par rapport à votre première remarque où il y avait un euro sur le prospectus, enfin sur la première page, et on dit en général se relient les économies d'énergie et les économies financières. Et justement, par rapport à cette démarche de passer de l'électricité au gaz, vu qu'on a une électricité décarbonée nucléaire, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que des fois c'est difficile de pencher d'un côté ou de l'autre par rapport à ça? Oui, non, j'ai pas présenté de piste d'action qui consistait à passer de l'électricité au gaz. Hein. Là, moi, j'étais sur un site qui était chauffé au fioul. Donc voilà. Donc effectivement, passer du fioul au gaz, ça a une pertinence en termes de performance énergétique, émissions et économique aussi. Passer de l'électricité au gaz, c'est pas très à la mode en ce moment. Enfin, on entend beaucoup parler d'électrification, mais enfin, ça coûte cher, quoi. Hein, donc, ça coûte cher à deux niveaux. Déjà en termes d'infrastructure, parce que donc les sites industriels n'ont pas nécessairement les infrastructures électriques qui permettent de convertir des consommations gaz naturelles en électricité. Et ça coûte cher également parce que l'électricité est quand même pas mal plus cher que le gaz, quoi. Hein, donc bon, c'est une solution qui, sur le papier, pour décarboner est intéressante. Après, concrètement, c'est beaucoup moins évident. Après, c'est intéressant parce que ça montre quand même la complémentarité de deux sujets, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des sources d'énergie. Il y a beaucoup de discours sur les énergies renouvelables, sur la décarbonation, on va dire, l'électrification, etc. Donc sur la source d'énergie en elle-même. Mais il ne faut pas que ça occulte le sujet des économies. Voilà, ouais. C'est deux sujets qui sont bien complémentaires, quoi. Mais des fois, c'est un peu difficile de pencher. J'étais confronté en fait à des gros besoins de froid où on pouvait faire de la cogénération, donc à partir de gaz, faire l'électricité et convertir le froid, la chaleur en froid, et à côté faire du froid électrique. Et d'un côté, c'était beaucoup plus intéressant financièrement, mais le bilan carbone était plus lourd. Donc c'est un projet qui est en cours et pour le moment, Vous arrivez typiquement dans le choix de ce qu'on appelle une stratégie industrielle. C'est-à-dire, en fait, il y a un ensemble de critères de choix qui vont être mis en place. Et donc, forcément, il y a des critères de performance économique, il y a des critères de performance environnementale. Il ne faut pas l'oublier, hein, aujourd'hui, même sur des financements, il va y avoir des critères de sélection de la performance environnementale des entreprises. Mais il y a un choix de priorité stratégique. Et il y a plusieurs critères simultanés qui vont se mettre en place. Et on est vraiment dans ce qu'on appelle de la stratégie industrielle. C'est-à-dire, je vais faire une approche bénéfice-risque par rapport à mes propres projets qui vont me dire, je vais prendre telle ou telle solution. Après, je veux dire, vous avez des structures qui sont là pour faire des préconisations, faire des conseils, mais après, le choix appartient ensuite individuellement aux dirigeants de l'entreprise et à son actionnariat. Et à sa politique environnementale, s'il en a une de bien établie. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Bon, la question sera rapide. Par rapport justement à ce type d'accompagnement, on voit que c'est un vrai business entre guillemets. On a beaucoup de sollicitations, hein, et puis aujourd'hui est un exemple avec toutes les sollicitations qu'on a pu avoir là, sur la période d'atelier. Est-ce que les bureaux d'études ont une certification ou un label particulier pour le choisir un prestataire sur qui on peut avoir confiance? Tout le monde va nous dire qu'il est indépendant, etc. Alors c'est pas facile pour vous de répondre, mais voilà, est-ce qu'il y a un label pour nous permettre de faire le bon choix, quoi, pour être bien accompagné? Donc comment faire le bon choix? Donc c'est pas évident. Il y a effectivement
effectivement des labels donc il y a des qualifications. Donc nous, en l'occurrence, je parle pour Coretech, on est qualifié OPQIBI, donc c'est un organisme de certification. Et après, on est en train de se faire labelliser RGE, qui donne droit, et notamment pour les études d'opportunité biomasse pour les clients industriels, aux subventions de l'ADEME. Avant tout, votre choix, à mon avis, il faut le faire sur la base de références et de retour d'expérience. C'est-à-dire que nous, on n'est pas uniquement au bureau d'études, on accompagne nos clients, mais notre métier, c'est de faire des projets. Au-delà des projets de récupération de chaleur fatale et des propositions d'accompagnement à la décarbonation, on fait des chaufferies industrielles dans tous les secteurs d'activité, on fait des installations de refroidissement dans tous les secteurs d'activité également. Donc, c'est-à-dire que nous, on n'est pas... On va bénéficier de cette vague, mais on va pas surfer sur cette vague-là. Si je parle pour nous, quoi, finalement, il y a effectivement beaucoup d'acteurs, mais qui sont non indépendants et qui sont derrière, donc qui sont associés à un business derrière. On voit énormément d'acteurs liés au financement et au certificat d'économie d'énergie, mais qui sont des acteurs qui ont simplement que quelques années d'existence, d'accord? Et donc, eux, leur modèle économique, ça sera de vous faire promouvoir et de vous mettre en avant des solutions qui vont générer des C2E. On a des acteurs qui sont non indépendants et liés à des fournisseurs d'énergie et autres, hein, les EDF, ENGIE et ce genre de choses. Vous parlez de... Si vous êtes un site industriel et que vous demandez comment limiter votre impact environnemental à Dalkia ou à Engie, il va vous dire qu'il faut installer une chaufferie biomasse, quoi. Mais parce que derrière, lui, c'est des grosses capacités d'investissement, donc il va vous dire que c'est impératif de passer par Donc après, le choix, il est fait sur la base de ce que vous voulez comme accompagnement, et c'est vraiment sur les retours d'expérience. Je pense que ça me paraît fondamental. Et si je peux compléter, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que moi j'encourage jamais assez les entreprises à se faire accompagner par des prestataires indépendants, comme vous l'avez bien expliqué. Les références, elles sont très importantes. Il faut vraiment demander les références sur l'usage qui est concerné. Ça peut être du froid, ça peut être de la vapeur, etc. Mais ils n'ont pas tous les mêmes références sur ces usages. Et également sur le secteur d'activité de l'entreprise. Il y en a qui connaissent très bien la papeterie, le plastique. Voilà, c'est des secteurs qui ont des process qui sont particuliers. Et puis moi, il y a juste un petit complément que j'ajoute souvent pour les entreprises qui me posent cette question-là, c'est que c'est important de demander les CV des intervenants. C'est-à-dire qu'il y a aussi des très grosses structures qui sont vraiment beaucoup plus généralistes et qui interviennent par exemple énormément dans le tertiaire et puis très peu dans l'industrie. Et moi, j'en ai vu des audits comme ça qui sont mal réalisés en fait parce que l'intervenant n'est pas expérimenté par rapport à la mission. Donc en fait, après, c'est aussi une question de compétences. Alors, il y a les compétences de la structure, puis après, il y a les compétences quand même de la personne et ses références et son expérience. Donc voilà, c'est important d'avoir un bon interlocuteur. Je rajouterais juste un petit terme justement par rapport à ça. Je dirais que très souvent, c'est vrai que notamment dans le domaine industriel, on peut faire appel à un équipementier, ça peut être un énergéticien ou un équipementier qui vous fait un kit tout en un, c'est-à-dire qui vous fait l'étude d'ingénierie, vous avez déjà dû avoir ça, l'étude d'ingénierie plus l'investissement. Comme tout choix dans ces aspects-là, effectivement, ça peut être très intéressant financièrement à court terme, c'est sûr que sur le plan financier. Après, le fait de faire appel à une ingénierie neutre et à faire ensuite un choix dans le cahier des charges d'équipementier, mais dans un deuxième temps, stratégiquement, c'est plus malin, parce que c'est vous qui gardez la main en termes de décision par rapport à ce qui est le plus bénéficiaire pour vous. Mais évidemment, vous aurez toujours des offres très intéressantes par des énergéticiens ou des équipementiers qui vous font du tout en un. Donc on revient toujours sur les choix et à qui vous décomposez. C'est plus compliqué parce que vous allez avoir d'abord une ingénierie, une campagne de mesure, puis après des solutions techniques avec d'autres opérateurs. Et si je peux compléter quand même, il y a des financements publics aussi, il y a des financements de l'ADEME sur les études de prestataires indépendants qui sont justement là pour aider les entreprises à faire ce choix d'investir déjà pour voir, parce que c'est vrai qu'il c'est des études qui ont un coût, mais ce coût-là, il faut le regarder en coût global, parce qu'après on le retrouve à la fois dans l'investissement et dans l'exploitation. Oui, tout à fait. Et dans ce titre-là, une aide du Conseil régional aussi, c'est dans le programme Ambition Industrie du Futur, c'est la maîtrise des ressources, qui permet de faire appel, de prendre une partie en fait des coûts d'un cabinet conseil en toute neutralité. Là aussi, c'est un coup de main pour les entreprises industrielles. D'ailleurs, je crois que le cabinet Coretech est référencé, c'est-à-dire ce sont des cabinets qui ont été évalués sur leurs références pour pouvoir en fait intervenir auprès des entreprises qui en feraient la demande. Donc les diagnostics Ecoflux dont on a parlé ce matin, c'est BPI France, comme ça, BPI France ou l'ADEME ou la région, les entreprises qui finançables sont qualifiées et
D'accord, par ces Il dispositifs. y a d'abord un casting, si vous voulez, des cabinets conseils qui sont référencés. Alors effectivement, Ecoflux, c'est aussi par BPI France, mais c'est la même chose. Ils vont caster en fait les cabinets conseils qui vont faire intervenir. On ne va pas prendre le premier venu, dans la mesure du possible. Merci. Merci beaucoup. Monsieur. Oui, merci en tout cas pour les deux présentations. Alors deux questions, une toute très courte. J'étais très intrigué par la biomasse dans l'industrie des sciences de la ville. Je voulais juste savoir si vous pouviez dire quel type de biomasse c'était et où est-ce que c'était localisé globalement, est-ce que c'était en cité ou non, en urbain ou non. Et puis plus fondamentalement, pour rebondir un petit peu sur la notion de économie de tonnes de CO2 versus choix économique, etc. Saint-Gobain, par exemple, valorise, en tout cas c'était l'année dernière, je crois, valorise la tonne de CO2 à 30 € pour son calcul de TRI d'investissement. Il valorise à 100 € la tonne pour sa R&D, pour le choix de ces sujets de R&D. Est-ce que vous intégrez dans ces raisonnements justement des scénarios d'évolution? Comment ça s'articule? Alors donc sur la première question pour la biomasse, donc c'est de la biomasse traditionnelle, c'est pas donc le site est pas c'est dans une zone industrielle hein, finalement, donc c'est pas donc là après je pense que c'est de la plaquette tout à fait traditionnelle hein, qui a été étudiée. C'est pour des besoins d'eau chaude, donc c'est pas une chaufferie biomasse de taille très très importante quoi finalement. Donc ça c'est le premier aspect. Après pour compléter ce que vous venez de dire, donc hier j'ai vu des gens de chez Michelin par exemple, ils valorisent aujourd'hui la tonne de CO2 à 100 € dans leur calcul de projet et de temps de retour. Donc effectivement, il y a 1 an ou 2 ans en arrière, ce critère-là n'était pas forcément intégré dans les mécanismes de décision et dans les tableaux comparatifs. Ça va arriver dans, je pense, la majorité des projets qui vont être faits. Encore une fois, ça arrive sur des projets d'investissement, sur de l'optimisation. Je pense qu'il faut aussi l'intégrer sur des projets neufs, c'est-à-dire qu'un nouveau process, une nouvelle unité, un nouveau réacteur, une nouvelle autoclave a un impact carbone, quoi, finalement. Et donc, d'intégrer son impact et donc ses consommations énergétiques et donc les investissements sur l'optimisation, sur les meilleures performances de tel ou tel fournisseur ou de tel ou tel équipement me paraît fondamental. Après, la valeur de 30 €, je pense qu'elle est un peu dépassée là aujourd'hui. Donc après, effectivement, on intègre et en coût global à 10 ou 15 ans les tonnes de CO2. On a fait des études d'opportunité biomasse pour Nestlé qui ont été éligibles dans le cadre de France Relance. Et on a pris des évolutions de tonnes de CO2 au fil des années sur 15 ans, je crois. Mais après, chaque industriel, finalement, personne n'a de boule de cristal. Et chaque industriel mettra se doit finalement de mettre le curseur là où ça lui semble être le plus pertinent. Après, nous, on vous aide dans le conseil. Mais après, qu'est-ce que sera le prix de la tonne de CO2 dans 1 an? C'est difficile de le définir tout de même. Merci. Une dernière question? Non? La faim ou l'estomac crie famine. On va se rapprocher. En tout cas, je remercie encore Madame Gros et Monsieur Poula pour leur intervention. Merci pour vos questions. J'espère que cet atelier a été instructif, vous a éclairé. Merci beaucoup.